Le soft power, c'est quoi? C'est influencer sans dominer, séduire sans imposer. C'est ce que Joseph Nye, le politologue américain, appelle le pouvoir doux. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il se joue aussi dans les stades. Le sport est devenu l'une des vitrines les plus puissantes du soft power saoudien. Et il sert à redessiner l'image du royaume aux côtés de projets culturels et touristiques comme The Line ou le Mucam. L'Arabie saoudite investit des milliards dans le football, la Formule 1, la boxe, le golf et l'e-sport. Alors, que cherche vraiment Riyad à travers le sport mondial? Et d'ailleurs, pourquoi le sport? Pourquoi pas le cinéma, la tech ou la culture, comme d'autres pays? En fait, le sport, c'est le soft power le plus rapide, le plus visible, mais surtout le plus bruyant. Pour comprendre la stratégie saoudienne, il faut d'abord comprendre d'où vient cette idée de pouvoir doux. Aujourd'hui, nous allons parler de soft power. Bienvenue sur Pitch and More, la chaîne où le sport ne s'arrête pas qu'au terrain. Bien avant que les monarchies du Golfe en fassent leur outil favori en investissant des milliards, le soft power était déjà une arme. Joseph Nye lui a donné un nom dans les années 1990, mais les régimes l'utilisaient depuis longtemps, avec des stades, des hymnes, des drapeaux et surtout des caméras. Le principe, mieux vaut séduire que contraindre. Un pays puissant n'a plus besoin d'envahir s'il peut influencer. Nye n'a pas seulement inventé le terme soft power, il en a aussi défini les trois piliers. La culture, avec le cinéma, la musique, l'art, la gastronomie ou la mode. Bref, tout ce qui est cool et exportable. Ensuite, les valeurs politiques. La démocratie, les libertés, ou à l'inverse, un autoritarisme revendiqué. Il y a aussi la politique étrangère, cohérente, pacifique, voire neutre, comme par exemple la Suisse qui joue la carte de la diplomatie tout en étant redoutable. Le sport relève lui du premier pilier, la culture, mais ses effets débordent largement sur les deux autres, car en réalité, il est devenu un outil politique. C'est la diplomatie du spectacle, des symboles et des émotions, et il en est rapidement devenu un levier redoutable. Pour illustrer cela, voici quelques exemples historiques. En 1936, les Jeux Olympiques de Berlin sont une vitrine parfaite pour un Troisième Reich en quête de reconnaissance. En 1978, la Coupe du Monde en Argentine permet à la dictature militaire de faire oublier ses crimes sous les confettis du football. Un peu plus récemment, en 2008, les Jeux Olympiques de Pékin permettent une entrée fracassante de la Chine dans le concert des puissances globales, avec une chorégraphie géopolitique millimétrée. À chaque fois, le sport sert à polir l'image d'un régime, ou à détourner les regards. Une vitrine brillante, souvent montée à la hâte, parfois pour cacher des murs fissurés. Et l'Arabie Saoudite dans tout ça? Eh bien, elle a retenu la leçon. Pendant longtemps, personne ne parlait d'elle autrement que pour son pétrole, ses lois rétrogrades et sa monarchie autoritaire. Alors, quand Mohamed Ben Salman arrive, il comprend que changer le pays, c'est une chose, changer son image, c'en est une autre. Si l'Arabie Saoudite mise aujourd'hui sur le sport, ce n'est pas pour distraire la galerie. C'est la réponse stratégique à une image écornée. Rappelez-vous, en 2015, il y a la guerre au Yémen, et c'est 250 000 morts. En 2018, le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, mais aussi les lois rétrogrades sur les femmes. Bref, le royaume avait vraiment besoin d'une nouvelle image. En 2016, Mohamed Ben Salman lance le projet Vision 2030. Le but, remodeler l'économie, ouvrir le pays et séduire les investisseurs étrangers. Pour changer le récit, il faut un accélérateur grand public. Et quoi de mieux que le sport? Et c'est à ce moment-là qu'intervient un acteur clé, le PIF. PIF, 3 lettres pour Public Investment Fund. C'est la machine à cash du régime saoudien. Fondé en 1971 par le roi Faisal afin de réinvestir les surplus du pétrole. Le Qatar a son QIA, Abu Dhabi a son ADIA et l'Arabie Saoudite a son PIF. 3 fonds souverains, 3 stratégies et un même levier, la puissance par l'investissement. Pour vous remettre en perspective les ressources de ces fonds, voici selon les dernières estimations leurs actifs. Le PIF saoudien gère 926 milliards de dollars. ADIA d'Abu Dhabi aux alentours de 1000 milliards de dollars. Quant à QIA du Qatar, c'est environ 560 milliards de dollars. Depuis que MBS a repris en main le PIF, il finance tout, les projets comme Vision 2030, Neom, le MUCAB et surtout le Grand Chelem sportif, le club de football de Newcastle, la Saudi Pro League, le Live Golf, le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite, les combats de boxe, mais aussi la Coupe du Monde de e-sport. Quand Riyad achète un stade ou une star,
c'est presque toujours le PIF qui signe le chèque. Le résultat, le sport devient la façade spectaculaire de la réforme. Viral, populaire, monétisable, et idéal pour faire oublier les sujets qui fâchent. Dans le jargon, on appelle ça le sport washing. Acheter des compétitions, attirer des stars, multiplier les événements sportifs afin de redorer l'image du pays. Et parmi tous les terrains du soft power saoudien, il y en a un qui a déclenché un tremblement de terre, le golf. En 2022, l'Arabie Saoudite crée un séisme dans ce petit monde feutré. Et ce choc, il n'est pas venu de nulle part. Au départ, les Saoudiens ont essayé la voie classique, c'est-à-dire prendre part dans le PGA Tour, en rachetant une participation, histoire d'injecter leur soft power en douceur dans la plus prestigieuse ligue de golf au monde. Mais la PGA a claqué la porte. Trop risqué pour les sponsors, encore échaudés par l'affaire Khashoggi et les critiques sur les droits humains. Face à ce refus, Riyad change de plan. Ne plus intégrer le système, mais en créer un nouveau. Plus rapide, plus agressif, plus visible. Résultat, en 2022, le PIF sort le chéquier et crée le Live Golf, LIV, pour 54 en chiffres romains, car le tournoi se joue désormais en 54 trous et non plus en 72. Mais aussi parce que le prize money est de 54 millions de dollars. Une véritable démonstration de force. Un nouveau circuit 100% saoudien, avec 2 milliards de dollars de dotation et une idée simple. Des règles plus courtes, des formats plus dynamiques et surtout des chèques XXL. C'est une stratégie simple. Racheter les meilleurs joueurs un par un. Bryson DeChambeau pour 125 millions de dollars. Jon Rahm pour 500 millions de dollars. Tyrrell Hatton, Patrick Reed, Brooks Koepka, Dustin Johnson, tous acceptent de jouer pour des fortunes. Le Live Golf, c'est plus qu'un circuit, c'est un levier d'influence saoudien à l'échelle mondiale. Désormais, le monde du golf est divisé entre tradition et millions. En réalité, le sport devient un champ de bataille géopolitique. Du côté de la PGA, c'est la panique. Le circuit historique tente de résister à travers des menaces, des suspensions ou des poursuites judiciaires. Mais derrière les micros, la PGA est en difficulté. Elle doit aller chercher du cash, notamment auprès de différents fonds d'investissement, pour espérer suivre le rythme du Live Golf. Mais l'écart est trop grand. Le Live Golf n'est plus un outsider, et la PGA a fini par l'admettre. Impossible de rivaliser avec un adversaire capable d'injecter des milliards de pétrodollars sans même hausser le sourcil. Et l'ironie dans tout ça, 1 an plus tard, la PGA et le Live s'assoient autour de la table pour parler de fusion dans une annonce surprise. Officiellement pour unifier le golf. Officieusement parce que la PGA a compris qu'on ne peut pas battre un pays avec seulement des sponsors. Et tout d'un coup, l'éthique ne pèse plus bien lourd. Et derrière cette réconciliation express, toujours le même acteur, le PIF. Malheureusement, les négociations ont échoué, mais une reprise des discussions n'est pas à exclure. Surtout quand l'affaire s'est retrouvée au plus haut niveau politique, quand en février 2025, Donald Trump, en personne, grand amateur de golf, s'est saisi du sujet, et n'a pas hésité à exprimer son avis publiquement. Le royaume ne veut pas juste entrer dans l'histoire du sport, il veut en écrire les prochaines lignes. La logique est simple, multiplier les vitrines, diversifier les récits, chaque sport devient une scène pour montrer un nouveau visage du royaume. Après le golf, l'Arabie Saoudite s'attaque à tous les terrains. Boxe, Formule 1, e-sport. Rien n'échappe à sa stratégie de conquête globale. Mais au cœur de tout ça, un sport domine clairement la stratégie saoudienne. Le football. Le projet du foot saoudien, c'est la signature de Cristiano Ronaldo en 2023 à Al Nasser, puis une pluie de stars internationales. Mané, Benzema, Mahrez, Kanté, Neymar, tous signent dans la Saudi Pro League, transformée en vitrine mondiale. En 2023, plus de 800 millions de dollars sont dépensés pour recruter des stars en Saudi Pro League. Par ailleurs, le PIF a acquis en 2021 des participations dans 4 clubs majeurs. Al Hilal, Al Nasser, Al Ahly et Al Ittihad. L'objectif, rendre la ligue plus bankable, plus visible et séduisante. Mais en parallèle, Riyad multiplie aussi les manœuvres. Organisation de la Coupe d'Asie 2027, candidature pour la Coupe du Monde 2034, quasiment acquise, rachat de clubs européens comme Newcastle United et investissement massif dans les droits télé. Le foot n'est pas juste un outil, c'est le terrain central de leur influence diplomatique. Mais qu'en est-il des autres sports ?
Par exemple, prenons la boxe. Riyad est devenue l'une des capitales mondiales de la boxe. Fury versus Ngannou, Joshua versus Usyk, les grands combats se déplacent là-bas. Mais quel est l'enjeu? Pas seulement des ceintures, mais une image de modernité, de puissance et de spectacle. Ensuite, il y a la Formule 1. Depuis 2021, Jeddah accueille un grand prix avec un circuit urbain flambant neuf, dont le pit building a coûté à lui seul 500 millions de dollars. Le Grand Prix devient un outil de promotion urbaine, avec un circuit ultra moderne, en bord de mer, dans une ville redessinée spécialement pour l'occasion. Et enfin, il y a l'e-sport. Avec Gamers 8, Riyad accueille le tournoi de e-sport le mieux doté au monde. 45 millions de dollars en jeu. L'idée, capter la jeunesse mondiale et se positionner sur les tendances de demain. Un choix qui résonne aussi avec la sensibilité personnelle de MBS, décrit comme un grand amateur de jeux vidéo, dont notamment Call of Duty et League of Legends. Et au centre de tout ça, il y a un nom, Riyadh Season. Lancé en 2019, cet événement annuel transforme la capitale en un parc d'attractions géant. Combats de boxe, tournois e-sport, matchs amicaux de football, concerts géants et catch WWE. À travers ces sports, l'Arabie Saoudite fabrique une image jeune, puissante, ambitieuse, et surtout une omniprésence qui brouille les frontières entre passion, diplomatie et propagande. Alors, s'agit-il de sport washing ou de vision stratégique? L'ambition saoudienne dans le sport divise. Est-ce que l'Arabie Saoudite construit un projet sportif ambitieux et durable, ou s'agit-il d'un outil temporaire pour détourner l'attention du monde de ses violences politiques, sociales et diplomatiques? Ces critiques externes ne datent pas d'hier, mais aujourd'hui, elles se heurtent à un projet national bien plus structuré. D'un côté, il y a une transformation réelle. Les Saoudiens peuvent aller à des concerts, les femmes peuvent conduire, les touristes peuvent venir. De l'autre, on assiste à des procès expéditifs, une liberté d'expression toujours verrouillée et une monarchie absolue qui tient les rênes. Le paradoxe, c'est que la modernisation rend la critique plus audible à l'international, mais plus risquée à l'intérieur. Mais certains observateurs sont plus nuancés. Oui, il y a de l'image, mais il y a aussi un vrai projet. Oui, il y a des intentions politiques, mais il y a aussi une transformation réelle en cours. Pour les partisans de la stratégie saoudienne, ces critiques passent à côté d'un point essentiel, la cohérence globale du projet. Ce pari sur le soft power, entre divertissement et diplomatie, il n'est pas nouveau. D'autres pays comme la Corée du Sud en ont même fait un modèle. En 20 ans, grâce à la K-pop et au drama, au cinéma, le pays est devenu une référence culturelle. Mais cette montée en puissance ne s'est pas faite en opposant culture et politique, elle a été soutenue par l'État et orchestrée comme un levier d'influence. L'Arabie Saoudite, elle aussi, veut bâtir sa propre vague culturelle, à coups de sport, d'architecture audacieuse et d'événements mondiaux. Mais il reste à savoir si cette vague prendra ou s'essoufflera. Le soft power, c'est aussi ça, un équilibre entre diplomatie, marketing et réalité. Et l'Arabie Saoudite, elle ne fait rien à moitié. Elle construit, elle finance, elle déploie, à coups de milliards et de storytelling global. L'Arabie Saoudite ne cherche pas seulement à exister, elle veut contrôler son image, écrire son récit à travers plusieurs leviers. D'un côté, le nation branding, avec des projets comme Neom ou le Mucab, pour incarner un futur désirable. De l'autre, le sport, pour frapper fort, vite, et devenir un acteur central du récit mondial. Car le sport, c'est plus que du spectacle. C'est un outil diplomatique, un miroir pour les foules, un canal pour séduire les regards. Reste à savoir si l'argent et le sport suffisent à redorer une image, à faire oublier les controverses et à imposer une puissance. Après tout, d'autres pays s'y sont essayés. Les États-Unis avec Hollywood, la France avec la culture et la gastronomie, la Chine avec ses pandas. Et vous, est-ce que vous voyez ces investissements comme une chance pour le sport, ou bien cela dénature-t-il ce dernier et le réduit à un simple outil politique? Faites-le moi savoir en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la prochaine sur Pitch & More.